Bonjour Bourbiné, bonjour Conakry et bonjour Maguiné. Il est précisément 8 heures et le soleil commence déjà amorce déjà, excusez-moi, sa course vers le palais Mohamed V. Vous êtes bien sûr dans votre émission Kaloum Réveil sur ce plateau, votre télévision de proximité, la RTG2, votre dose d'énergie pour bien lancer votre journée. Ce matin, comme d'habitude, nous n'allons pas seulement parler d'actualité, on va parler de discipline, de résilience et de conquête. Le sport guinéen est en pleine mutation et il y a une discipline qui bouscule les codes, il fait vivre la jeunesse, c'est bien le MMA. Alors, comment structurer ce sport chez nous? Quelles sont les mutations pour nos combattants sur la scène internationale? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir l'homme qui porte cette vision à bout de bras. Il est notre invité exceptionnel ce matin, Ibrahima Khalil Touré, président de la Fédération guinéenne de MMA. Voilà, de retour sur ce plateau. Comme vous l'avez compris, c'est tous les matins comme ça avec la FTG Bourbiné. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent en jouant simplement à l'ASI Jackpot. Vous l'avez compris, le numéro est passé. Vous composez ça sur tous les opérateurs disponibles ici en Guinée avec MTN ou Orange Money. Voilà, et c'est possible. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Merci d'accepter cette invitation matinale dans notre émission. C'est un plaisir pour moi. Merci, Monsieur Camara. Je suis très ravi aussi d'être invité et de passer sur votre émission. Alors, pour ceux qui nous suivent maintenant, sachez que ce matin, c'est une joie et beaucoup d'honneur parce que ce monsieur que je reçois, c'est aussi mon oncle. Bien sûr. Et ton jumeau? Et on va parler de ça plus tard, peut-être. Il n'y a aucun souci. Monsieur le Président, la toute première question, nous voudrons savoir d'abord c'est quoi le MMA. Et nous savons aussi que le MMA connaît une ascension fulgurante dans le monde. Quel est l'état actuel de la discipline en Guinée en termes de nombre de licenciés et de clubs? Merci, encore une fois, merci de me recevoir pendant votre émission, dans votre émission. Monsieur Camara, il faut être très simple pour expliquer aux gens, aux amateurs, ce que c'est que le MMA. Le profane, bien entendu aussi. Le profane, il faut qu'ils comprennent. Okay. Je vais donner une explication aussi simple que ça. MMA, martial, mix, art. Okay. Donc ça veut dire, c'est les arts martiaux mix. Mix, d'accord. Qui font le MMA. Donc, en une explication aussi simple, on dira que c'est l'ensemble des autres arts martiaux qui constituent le MMA, pour que les gens comprennent. C'est pour ça, vous remarquerez que dans le MMA, vous avez souvent des athlètes qui ont une formation de karatéka, de boxeur, comme on appelle, de lutteur, de trucs qui se transforment en MMA. C'est généralement des gens qui ont fait déjà, qui ont une connaissance dans d'autres disciplines des arts martiaux qui se transforment en MMA comme son nom l'indique. C'est le mix des arts martiaux. Des arts martiaux, oui. Alors, le second volet de votre question est de savoir à nos jours, avec l'ascension du MMA, quels sont les licenciés, le nombre d'athlètes et de clubs affiliés. Oui. Alors, je vous dirais que le MMA est très naissant en Guinée. Approchez le micro, oui. Que le MMA est très naissant en Guinée. D'accord. Avec la fédération FEGI MMA, dont j'ai la lourde tâche de diriger pour le moment. Donc nous existons il y a au moins près de 8 mois. D'accord. Et qu'en 8 mois aujourd'hui, nous avons environ 75 athlètes. Disons 50 sont pratiquement à Conakry ici. Et que nous avons une dizaine de licenciés. Nous avons aussi des clubs, nous avons à peu près 7 clubs, 5 sur Conakry, 2 à l'intérieur du pays. Donc une vision qui nous permet aussi d'élargir le MMA à travers la Guinée. La Guinée, dans les régions naturelles. Monsieur le Président, le MMA aussi a souffert d'une image de sport violent. Où en sont vos relations avec le ministère de la Jeunesse des Sports pour une reconnaissance et un soutien qui est vraiment accru ou crucial ou important pour le développement de votre sport?
Merci. Nous avons de très belles relations avec le ministère des Sports et de la Jeunesse. Et le MMA, au vu d'œil, les gens pensent que c'est un sport violent et qui ne se pratique que dans la violence. Non. Aujourd'hui, nous nous battons pour faire croire aux gens et les montrer réellement que c'est un sport éducatif. C'est comme tout autre sport des arts martiaux. Donc, le ministère aussi donne surtout de l'agrément, confie une partie de sa responsabilité ou de ses responsabilités à une entité donnée pour pouvoir mieux vulgariser la réalité du sport, de l'éducation qui se trouve dedans. D'accord. Le MMA n'a rien de sport de rue, n'a rien de violence. C'est tout comme le micro. C'est tout comme les autres sports. D'accord. C'est tout comme les autres sports de combat. C'est éducatif, c'est purement pouvoir donner aux jeunes les moyens d'exprimer leurs connaissances dans les arts martiaux. Ok. Alors, mais monsieur le Président, peut-être que vous le comprendrez mieux que le MMA déjà tire ses origines des combats de rue. Peut-être c'est pourquoi les gens pensent que c'est un combat violent. Oui, mais bien sûr, quand vous partez un peu dans l'histoire du MMA, vous verrez que c'est, comme on l'a dit, c'était aux États-Unis dans les combats de rue. C'est pour ça aujourd'hui on essaie de bien structurer le bien MMA. Sûr. Okay. C'est pour ça aujourd'hui le MMA se fait sur des rings avec des règlements bien donnés. Et c'est pour ça le MMA aussi est une discipline qui est bien structurée, qui a des règlements. C'est pas que comme avant, comme on le dit, la naissance des sports, il faut aller dans les combats de rue, il faut se battre comme ça se fait. Mais la Guinée, vous le savez, à la naissance, nous avons eu des sports tels que le judo, karaté, la boxe. Donc tout ça ont été des sports qui sont des leviers du développement du sport en Guinée, mais aujourd'hui qui sont bien structurés, qui sont bien encadrés. Donc le MMA va aussi dans ce sens-là. Et bientôt vous découvrirez le MMA, même en olympique. Comme pour dire que c'est vraiment un sport bien structuré qui va bientôt faire son ascendance dans les Jeux olympiques. Alors, à vous entendre parler de MMA et de ces autres sports, par exemple, qui font aujourd'hui la structure ou bien la base de MMA, je me rappelle, il y a peut-être 30 ans en arrière, on parlait souvent de Samba boxeur. Alors quand je vous ai vu avec le MMA, ça m'est revenu. Et ça ne vous tique pas aujourd'hui, Samba boxeur, MMA? Oui, comme je l'ai dit, il n'y a pas que Samba boxeur. Vous me rappelez des choses quand j'étais très petit, et vous et moi, on est passé par tout ça. Bon, je pense que Samba boxeur, il n'est plus aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Voilà un monsieur qui nous a inspiré quand on était très jeunes. Et au départ, on se moquait de lui, nous les enfants. Ouais. Après, c'est en grandissant qu'on a su ce qu'il faisait, tout ce qu'il a envoyé, tout ce qu'il a envoyé en Guinée, quelle était vraiment la beauté, les règles de tout ça. C'est comme ça aussi le MMA. Mais différemment, parce qu'aujourd'hui, le monde est régi par cette connaissance de la communication avec tout ce qui est sur les internets et tout. Facilement, dès que quelque chose, il y a une ascension d'un sport ou de n'importe quelle chose ailleurs, tout de suite, le monde entier est au courant. Avant nous, Samba boxeur, on le prenait pour un comédien parce qu'on ne savait pas ce que c'était. C'est après que maintenant, en grandissant, en étant un peu à l'école, qu'on a fini par comprendre ce qui se passe. Que c'était une école, une icône. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous parlez du MMA ou de n'importe quelle ascension, c'est-à-dire c'est du tic au tac, le monde est tellement sur les réseaux sociaux, l'évolution, donc du coup, vous-même, vous parvenez à parler du MMA alors que vous n'avez jamais pratiqué ou vous n'avez jamais vu un pratiquant directement. Bien sûr, à travers la télévision, on voit ça. Oui, parce que c'est assimilé au catch. Exactement. Un peu du tout, voilà. Alors, monsieur le Président, on sait aussi que la Guinée regorge de talents dans les arts martiaux traditionnels. Comment la Fédération guinéenne de MMA compte-t-elle accompagner la transition de ces athlètes vers le MMA professionnel? Je pense que c'est très facile. Et en même temps, il suffit d'être vigilant et
de ne pas baisser les bras et d'être de suivre en fait les différentes le process que la fédération a déjà mis sur place. Okay. Vous savez, la transition n'est pas facile. Et il y en a qui pensent que le MMA est né pour pouvoir détruire les autres sports. Okay. Non, c'est très différent. Le MMA, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que c'est un sport qui peut regrouper toutes les autres disciplines. Donc ça veut dire que tu peux ne pas réussir, par exemple, en kickboxing et que tu viennes faire le MMA, que tu réussisses dedans. Le MMA te permet que, étant pratiquant d'une autre discipline, de pouvoir, pratiquer le MMA en même temps. Donc, si tu veux, c'est une certaine ouverture pour ceux qui pratiquent, pour les sportifs des arts martiaux, de réussite, quoi. D'accord. Une occasion qu'il faut saisir pour pouvoir encore tenter à les faire. Je vous donnerai l'exemple de beaucoup d'autres sportifs que vous verrez qui ont émergé dans une autre discipline et aujourd'hui qui se retrouvent encore dans le MMA et comme étant des champions. Certainement que vous ne connaissez pas trop bien, mais quand vous prenez par exemple Rogrog, c'est un lutteur sénégalais qui a été plusieurs fois champion de sa catégorie poids lourd au Sénégal là-bas et qui, dans une catégorie bien donnée aussi, est venu faire le MMA. Il est champion du monde aujourd'hui dans cette catégorie. Okay. Qui a même une fois, lors des interviews, qui dit que c'est Ganou maintenant, c'est Francis. Francis Ganou, il veut affronter. Il veut affronter. Donc, vous voyez, il était déjà connu. Il a été plusieurs fois champion dans la lutte sénégalaise, mais sa venue aussi dans le MMA l'a donné ça l'a propulsé à un autre niveau, une autre dimension aussi. Okay. Et voilà, il a bien travaillé, il est devenu dans sa discipline, dans sa catégorie champion du monde en MMA. Okay. Donc il n'y a que le MMA qui vous donne ça, cette possibilité aujourd'hui. Okay. Il y en a qui sont, on parlera un jour de Tafsir Ba. On parlait de Tafsir tout à l'heure, on parlait de Tafsir qui s'est reconverti, le kickboxing ou bien du combat. Il ne s'est même pas reconverti, il fait toujours les deux. Les deux, ok. C'est comme Rogrog, ils font toujours les deux. C'est ça en fait la force de MMA. Alors la régie va nous aider à nous montrer le champion guinéen de MMA en quelques séquences, avant de parler de Tafsir, bien entendu, dans cette émission. D'accord. Sénégalais. D'abord, il s'est imposé en kickboxing, la discipline reine du pied-point. Champion du Sénégal, champion de la zone 2, puis l'exploit, champion du monde, 91 kg lors des mondiaux en Ouzbékistan. Mais Tafsir n'est pas maître de kick. Il excelle aussi en boxe anglaise et en sanda. Polyvalent, explosif, il a choisi de repousser ses limites. Direction le MMA. Et quelle entrée! À Lomé, face à l'Algérien Lazrek Benzian, il éteint son adversaire par un KO fulgurant dès le premier round. Une démonstration de puissance qui a marqué les esprits du MMA africain. Ses performances ont même été saluées par l'État sénégalais. Il a reçu le titre de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Mais Tafsir Ba ne compte pas s'arrêter là. Son objectif est clair, devenir une référence mondiale, porter haut le drapeau et montrer au monde la force des combattants sénégalais. Retenez bien ce nom. Mohamed Tafsir Ba, le nouveau visage du MMA africain, un guerrier prêt à faire trembler toutes les cages de la planète. Voilà, ça c'est notre Tafsir qu'on a découvert tout à l'heure. Il faut rappeler que Tafsir est sénégalo-guinéen ou guinéo-sénégalais parce que ses parents sont installés au Sénégal. Lui, il est né là-bas, il a combattu pour le Sénégal sous d'autres catégories, Monsieur le Président. Donnez-nous un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Tafsir. Alors, Tafsir est un jeune sénégalo-guinéen, bien sûr, c'est-à-dire, lui, il est de nationalité sénégalaise, il est né au Sénégal, mais il a ses deux parents qui sont des Guinéens. Ils sont nés ici, ils sont des Guinéens toujours. Alors, Tafsir est un jeune que je suis à au moins plus de 2 ans maintenant. Okay. Il est champion du monde en kickboxing dans sa catégorie. Il est champion intercontinental. D'accord. Il est 4e, à la position 4e combattant aujourd'hui en kickboxing. Ok. Et j'avoue qu'il faut bien préciser que les 3 premiers, le premier, le deuxième, le troisième, Tafsir les a tous battus déjà. Mais comment il peut se retrouver 4e pendant qu'il a battu les 3 premiers? Alors,
dans cette discipline, c'est le nombre de points. Le nombre de points, c'est en fonction du nombre de matchs. D'accord. Le nombre de combats fait. Donc ceci, on fait plus de combats que lui. Ça donne plus de points à ceci qu'à lui. D'accord. C'est tout. Mais je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça me rappelle un peu la finale de 76, la CAN, entre la Guinée et le Maroc. Voilà, on a fait match nul, mais c'est le Maroc qui a été sacré champion d'Afrique. En fonction des points. D'accord. Donc voilà un peu le cas de Tafsir avec ces 3 autres qui sont devant lui. Mais il a un championnat à défendre bientôt en Italie. D'accord. Je pense que s'il le gagne, il devient un super champion du monde dans sa catégorie. Mais Tafsir, par exemple, a commencé à faire le MMA. Avec la Ligue Erifav MMA Nation. Avec nous, il a combattu au moins 1 ou 2 fois. D'accord. Où on s'est rencontrés plusieurs fois. Il se réclame partout, dans toutes ses interviews. Mais il dit bien, je suis sénégalais d'origine guinéenne. Donc après, on en a discuté. Il m'a dit, écoutez, monsieur le président, j'aimerais bien combattre aussi pour mon pays d'origine. C'est une fierté pour moi. Et c'est possible? Oui, mais pas en kickboxing. Ok, d'accord. En kickboxing, il est déjà sénégalais. Ok. Mais il peut faire le MMA pour la Guinée. Pour la Guinée. Et c'est dans ça qu'il se lance, en fait. Okay. Aujourd'hui, il a fait des combats en MMA. Il ne fait que faire des victoires. Et il me dit non, que sa prochaine cible, c'est de combattre maintenant en MMA en tant que Tafsir, le Guinéo-Sénégalais. Ça, c'est intéressant. Donc, alors, il ne rêve que de ça. Et j'étais avec lui à Dakar. Il est passé me voir à mon domicile il y a quelques jours. J'étais à Dakar, on en a discuté. Et il a même failli je devais rendre visite à sa maman. Il tient vraiment à la Guinée. Il tient vraiment à la Guinée, Tafsir Ba. Il tient à combattre pour la Guinée. Il tient à jeter, à donner son plus pour la Guinée, pour le développement de ce sport en Guinée. Alors, monsieur le président, au-delà des combats, qu'avez-vous mis en place pour la formation des arbitres, si c'est comme ça on les appelle, ou les juges, afin de garantir l'intégrité et la sécurité des compétitions sur le sol guinéen? Un sport sans les arbitres, surtout le MMA, c'est impossible. On les appelle les arbitres aussi? Oui, les officiels. Ok, c'est les officiels. Et les juges. Donc, les officiels, vous avez les arbitres et les juges en même temps. D'accord. C'est vraiment la vision qu'a la fédération surtout. C'est la formation, en plus des stages de formation que nous faisons pour les combattants. Mais surtout, c'est la formation des officiels. Les officiels, vous avez les juges et les arbitres. Un sport qui veut vraiment se développer, il faudrait qu'il y ait des arbitres indépendants et qui connaissent les règlements, qui puissent mieux appliquer et qui sont indépendants dans leur jugement. Donc, nous avons à l'horizon des stages par rapport à tout ça, parce que, comme je l'ai dit, il est tout à fait nouveau chez nous. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit de donner des très bonnes formations aux gens pour qu'ils comprennent ce que c'est le sport, quels sont ses règlements et comment est-ce qu'on doit arbitrer. Au-delà de ces officiels, nous avons prévu des formations pour vous-même les journalistes, pour des termes, pour pouvoir mieux parler du sport, il faut mieux connaître le sport. Donc il y aura des formations surtout pour des terminologies de la discipline spécifiques, pour les journalistes sportifs, pour qu'ils puissent mieux comprendre c'est quoi le MMA, comment est-ce que ça se pratique, quels sont les termes qu'il faut employer et tout ça, parce que si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez... C'est difficile de parler de la chose. Vous ne resterez que derrière ceux qui disent, et tout ce qu'ils disent, vous ne comprendrez rien, vous direz que oui, c'est ça, oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est difficile de vous parler du football, parce que chacun de vous sait ce que c'est que le football, même du basketball ou d'ailleurs, mais vous pouvez même discuter avec les techniciens, parce que vous êtes des sportifs, des journalistes sportifs, mais surtout, vous êtes aussi préparés à cette discipline. C'est ce que nous faisons aussi pour le MMA, pour les arbitres, pour les juges, pour même comment on appelle, les journalistes sportifs. L'oreille de 2026, là, ce sont des formations qui sont prévues et qui se tiendront bientôt. Si vous me permettez, j'aurai l'occasion de vous dire que nous commençons déjà par la formation
des combattants, des athlètes. Donc il y aura une formation qui sera donnée demain à la plage de Kamaen, qui débutera à 9h pour 14h. Une formation, un stage de formation qui sera donné par Bafodé Gassama. On va parler de ça tout à l'heure, parce que c'est cette question qui nous renvoie. On a parlé de Tafsir, mais au-delà de Tafsir, nous connaissons que plusieurs combattants d'origine guinéenne brillent à l'international, comme dans le UFC ou PFL. Quel est le pont entre la fédération et cette diaspora, Monsieur le Président, pour booster le niveau du MMA local? Alors, la diaspora guinéenne, les combattants de l'étranger sont un levier pour nous. Et nous comptons beaucoup sur eux pour non seulement rehausser le niveau en termes de stage, en termes de visibilité, et surtout le niveau de la discipline en Guinée, mais aussi expliquer aux combattants ici jusqu'où ils se sont battus, eux étant là-bas, pour pouvoir parvenir à là où ils sont. Et si aujourd'hui on parle d'eux, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Ce sont eux. Nous nous basons sur eux pour pouvoir donner une meilleure formation. Alors, nous partons vers les binationaux, comme vous le constatez. Et je vous donnerai des images, vous verrez aussi vous-même que la fédération a eu beaucoup de contacts avec les binationaux, les athlètes binationaux, qui aujourd'hui représentent franchement un espoir pour la fédération, pour les athlètes guinéens. À l'image de Bafodé demain qui doit donner cette formation. Exactement, Bafodé Gassama est un jeune guinéen-français qui est aussi né en France, grandi là-bas, mais qui est souvent en Guinée. Il est même là actuellement. Il est 2 fois champion de France en amateur dans sa catégorie. Il est vice-champion du monde en amateur dans sa catégorie. Et sur 5 combats, il doit normalement gagner 3 combats pour monter en professionnel. Donc il a fait 2 premiers combats, il a gagné. Il a un 3e combat à faire le 11 avril. Et s'il le gagne déjà, il monte en professionnel. Et en grade, il monte bien. Alors Bafodé est celui qui va propulser aujourd'hui l'image de la Guinée, au niveau de la diaspora en fait. L'image de la Guinée. Il est là. Il nous a promis, il s'entraîne avec nous, ça fait près d'un mois qu'il s'entraîne avec nous. Il doit donner demain à 9h, de 9h à 14h à la plage de Robanet, au moins à 25 athlètes qu'on a choisis. Il va les donner des stages de formation sur le MMA. D'abord, il va les expliquer c'est quoi l'ascension qu'il a du MMA. Il va un peu les expliquer quelle a été sa progression, sa progression à lui, et il va les apprendre quelques techniques de combat du MMA qui peuvent les aider à avancer aussi. Mais j'avoue qu'ils se sont déjà vus, ça fait 1 mois qu'ils s'entraînent avec nous, donc c'est juste un stage de formation formelle qu'il fera. Au-delà de ça, nous avons monsieur Oumar Diallo qui est aujourd'hui président de l'AFL, c'est une ligue aussi de MMA, qui est guinéen, qui est combattant, qui faisait le kickboxing, qui a créé une ligue et qui aujourd'hui travaille arrache-pied avec la fédération pour non seulement nous aider à mettre en contact avec les Guinéens de l'extérieur, les diasporas, mais aussi trouver des règlements, des formateurs qui doivent venir, comme je vous ai dit, pour la formation non seulement des journalistes, des officiels, et même une formation continue pour les athlètes. Donc on est vraiment en train de travailler dessus. Et aujourd'hui aussi voir comment est-ce que la fédération guinéenne de MMA doit s'affilier avec certaines ligues, pas toutes les ligues, mais pour faire de la Guinée vraiment un pionnier de développement de MMA et des événements de MMA qui doivent se tenir ici, tout en nous aidant à donner la chance aux athlètes guinéens à introduire le MMA dans le fond de notre pays. De la Guinée. Voilà. Alors, quelles sont les prochaines échéances pour l'équipe nationale guinéenne, si elle existe? La Guinée ambitionne-t-elle d'organiser un tournoi continental de grande envergure prochainement?
Oui, ce sont nos ambitions, effectivement. C'est les ambitions de la fédération d'organiser un grand tournoi. Nous allons aller sur la base régionale d'abord, après africaine et voir ainsi de suite pour grandir. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, le MMA est un peu différent du football et de tout. Il y a beaucoup il y a des ligues qui s'installent, qui peuvent venir organiser des combats. Et lors de ces combats, vous pouvez retrouver des combattants internationaux venant de partout dans le monde entier. Donc, qui viennent, qui font ça, mais qui est différent de l'organisation de la fédération aussi qui va se faire. D'accord. Les équipes nationales, il faut déjà qu'on est en phase de mettre sur place une équipe nationale. Elle sera bien conviée après le premier championnat qui est prévu au mois d'avril. Ok. Parce que pour parler d'une équipe nationale, il faut faire une sélection. Et avoir déjà un championnat. Non, le championnat du MMA, c'est selon les clubs qui existent. On a déjà 7 clubs. Il faut déjà l'organiser pour savoir dénicher les talents. Dans des catégories, selon les poids. Bon, pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien, les catégories sont données en termes de poids. Comme en boxe, poids plus. Exactement, exactement, c'est comme ça. On dit 70 kg, 80 kg, 20 kg, vous voyez un peu pour aller. Donc, on structure comme ça. Et on fait un championnat en fonction de ça, entre les différents clubs. Et les meilleurs deviennent les champions de chaque catégorie. Donc c'est à travers ça, les meilleurs qui seront des champions de chaque catégorie qui vont constituer l'ossature de l'équipe nationale locale. D'accord. Vous voyez? Et après, à un moment donné, c'est obligation que même ceux qui sont à l'international là, pour représenter l'équipe nationale, à un moment donné, il y aura une compétition entre les champions d'ici et ceux qui sont à l'international, des catégories données, pour déterminer qui est champion dans cette catégorie, où que tu sois là ou que tu sois à l'extérieur. Parce que, comme on dit, les professionnels en football, si le MMA, quand tu es professionnel, tu es déjà libre à toi-même, quoi. Mais pour aller représenter le pays, il faudrait bien qu'on sache qui est dans telle catégorie meilleure du moment par rapport à l'autre. D'accord. Donc c'est comme ça se fait. Et très bientôt, au mois d'avril, vous verrez, Inch'Allah, on aura le championnat. Tout comme fait pour le mois d'avril, nous-mêmes, on va s'entraîner, le club de la RTG. Moi-même, je vais piloter parce qu'on a ici Kouyaté, on a Sourba Sonea, on a Cheikh, on a Bamba. Même, hein. Voilà, d'accord. Nous-mêmes, on va constituer ce club et moi-même, je serai à la tête. On sera sur les rings pour ça. Alors, monsieur le Président, le MMA exige un suivi médical strict. Oui. Les scanners, des tests d'hydratation. Comment la fédération s'assure-t-elle que les petits clubs respectent ces normes de sécurité? Alors, la fédération a des normes et a des règlements qu'on donne au club. Et le club, on ne peut recevoir un athlète, chez nous, au nom d'un club que s'il a déjà son certificat médical. Ok. C'est hyper important. D'accord. Qui atteste qu'il est sain à tout point de vue. Il est apte à combattre. Okay. Parce que, comme vous le dites, vous pouvez être sain, mais les sports de combat, voilà, c'est différent. Okay. Donc, il est vraiment important pour nous. Nous nous recevons un athlète au nom d'un club que quand l'athlète est vraiment à son certificat médical à jour et qui prouve que oui, l'athlète là peut combattre. Ok. Vous vous entraînez chez nous, que quand il y a ça, plus forte raison, parler même d'une compétition. C'est impossible. C'est-à-dire la sécurité, on ne blague pas avec la santé. Ce n'est pas une option. Voilà, c'est pas une option. C'est une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation. Okay. Et c'est comme quand vous parlez, quand il s'agit d'une compétition, l'assurance aussi médicale, on ne joue pas avec. On ne joue pas. Une compétition ne peut se faire que quand tout le monde est assuré. Tout ce qui doit faire la compétition, soit déjà tous les athlètes soient assurés. Sinon, c'est impossible aussi d'aller sur un ring. Donc, en termes de sécurité médicale et tout, on ne badine pas dessus, on ne négocie pas. C'est pas une option, c'est une obligation. D'accord. Alors, il y a certains parents qui sont réticents, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, qui pensent que c'est un
combat violent, un sport violent. Quel est le message que vous pouvez avoir pour ces parents qui hésitent encore à inscrire leur enfant au MMA par peur de blessure? Bon, vous savez, un parent reste toujours un parent. Vous et moi, vous connaissez bien, quand on était jeunes, on aurait pu, dans un domaine de sport, quand même évoluer, mais nos parents ont toujours voulu nous protéger. Sinon, chacun de nous avait quand même un talent et on a eu la chance aussi de rencontrer des grands footballeurs. Ouais. Mais nos parents, surtout nos mamans, elles ne comprenaient pas comme ça. À chaque fois qu'on partait jouer, qu'on se blessait ou même qu'on avait des petits bobos, des entorses, c'était des problèmes à la maison. C'était des problèmes à la maison, c'était des punitions, c'était... Bon, un parent, c'est toujours ça. Mais il faudrait comprendre que nous essayons d'expliquer aux gens qu'il y a plusieurs manières pour un enfant de s'affirmer. Vous voyez, les sports de combat, c'est vraiment éducatif. Okay. Ça permet à l'enfant de garder son self-control. Ça permet à l'enfant de le temporiser. Les enfants qui sont très énervés, ils dégagent leur énergie quand ils sont sur ring, quand ils s'entraînent. Au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le sport, vous verrez que l'enfant s'assagit. Oui. Il comprend que c'est pas la force. Cette force physique ne se règle pas par la force. Mais par contre, quand il y a la nervosité, quand il a plein d'énergie, il le dégage sur le ring. Donc c'est ça surtout les arts martiaux. C'est de dire aux parents que amenez vos enfants à être un peu plus endurants, parce que vous savez, on le dit souvent, un dicton qui dit que dans un esprit sain, dans un corps sain. Il faut pratiquer le sport. Il faut pratiquer le sport et tout le monde n'est pas footballeur, tout le monde n'est pas basketteur, tout le monde n'est pas aussi boxeur, MMA, lutteur. Et voilà, tout le monde n'est pas tennisman. Donc laissez les enfants s'exprimer dans ce qui va mieux avec eux. Donc, et n'ayons pas peur, prenons seulement des mesures avant, assurons nos enfants, suivons les médicaments et tout arrive à tout domaine. On a vu des gens qui, très malheureusement, étaient des bons footballeurs ou très bons dans telle discipline, une seule blessure a mis fin à leur carrière. Voilà. C'est clair. C'est clair. Les sports de combat aussi, ça va avec celui qui le pratique, qui commence à le pratiquer. Il y a on a vu Mike Tyson, on a vu Cassius Clay. Mohamed Ali. Cassius Clay, oui, c'est Mohamed Ali. George Foreman. Les très grands. Oui. Avant, ceux qui le pratiquaient plus le monde évolue, plus il y a des mesures. Pour permettre aux sportifs. Oui, parce que, comme on le dit, Mohamed Ali a fini avec un Alzheimer. Mais les Mike Tyson n'ont pas eu la même chose. Ils sont bien portants aujourd'hui. Exactement, parce que plus on évolue, plus il y a les mesures à prendre. Parce qu'il y a Dwayne Johnson qui était catcheur, qui est aujourd'hui un acteur du cinéma. Voilà, donc tout ça, ce sont des exemples pour prouver aux gens et pour leur dire que il ne faut pas qu'on hésite d'amener l'enfant dans la discipline qui lui sert de plus. Il faut simplement pouvoir l'accompagner et le mettre dans les mains des professionnels pour qu'ils puissent le faire. On va faire une petite parenthèse. Vous parlez tout à l'heure de... moi, je vous connais très sportif, très grand footballeur à l'époque. Restez toujours dans le sport, mais le parallèle s'est fait comment? Quitter le football pour se retrouver au MMA. Alors, merci Monsieur Camara. En fait, le football est un sport roi, c'est mon sport de prédilection au départ. Mais comme toi, si je me permets de te tutoyer, bien entendu, bien sûr. Tu me connais, je dirais, mieux que n'importe qui. Tu es mon jumeau, on est nés en même temps et puis on a grandi depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. On a même tété la même selle, tu le sais. Donc, j'ai évolué aussi dans le basketball, j'ai évolué aussi dans le handball où j'ai même été dans l'équipe nationale cadette et tout. Mais le football a un âge, tout sport déjà quoi.
Après, j'avais une passion parce que pour les arts martiaux, moi, je faisais le kickboxing avec Maître Sissé, Rachid Sissé. Et après, j'ai eu des blessures. Après, le genou. De genou, Ouais. j'ai opéré mon genou. Donc, je ne pouvais plus évoluer dedans. Et le kickboxing était très violent, comme vous le savez. Quand je dis violent, par rapport aux autres, on n'avait pas assez de... En Guinée, en ce moment, on n'avait pas assez de paramètres pour pouvoir concentrer ça. Donc, après, je me suis dit, bon, vu que j'aime beaucoup les arts martiaux, j'ai été toujours aussi, vous le savez, dans l'histoire de bodyguard. J'aimais aussi être là dans l'haltérophilie et tout ça. Ma rencontre avec Eric Favre. Eric Favre, c'est un entrepreneur français qui aujourd'hui évolue très bien en Afrique, et qui donne tout pour le développement du sport en Afrique. Il n'hésite pas de mettre ses moyens dedans. Donc, on était dans les représentations de ces marques déjà et dans les salles de gym. Donc, on installait des salles de gym un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, en Guinée ici, la salle qui se trouve à Colère, et même bien au Sénégal et tout. Après, il y avait les compléments alimentaires de Eric Favre qu'on vendait. Après, l'idée de MMA est venue parce qu'on a eu la ligue Eric Favre MMA Nation. Après, je me suis dit, il y a 4 ans, il y a 3 ans, 4 ans, on a dit, bon, pourquoi pas faire aussi la fédération guinéenne de MMA. Au lieu de venir faire des tournées, construire tout ça, faire des, comment dirais-je, organiser tout le temps dans les différents pays. Et ce soir aussi, il faut le faire, il faut avoir déjà une base et donner la chance aux jeunes d'émerger dans cette histoire-là. Donc, mais avant, quand on a commencé, nous avons été recalés parce que le ministère ne donnait pas d'agrément, c'était suspendu. Donc, ça nous a pris plus d'une année avant qu'il ne recommence à donner à la deuxième année les agréments où nous avons bénéficié maintenant de l'agrément qui nous a été donné de MMA en Guinée. Et aujourd'hui, voilà pourquoi on s'est reconverti, parce que j'ai eu beaucoup de béguins aussi pour les combats de rue. Mais pour celui qui connaît la petite histoire, bon, je sais que toi, tu vas le dire. J'étais vraiment un petit combattant à l'enfance. Un bagarreur quand même. Ça, c'est clair, j'avoue. J'étais un bagarreur de rue et tout Madina le sait. Donc, on a des amis que je ne retrouve pas difficilement aujourd'hui, les Faoul et Silla. Bon, il y en a beaucoup. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, Monsieur le Président, monter une cage et organiser des événements coûte très cher en MMA. Comment parvenez-vous à convaincre le secteur privé guinéen d'investir dans le sport encore neuf chez nous? Je veux parler du MMA, bien entendu. Vous avez parfaitement raison qu'il n'est pas facile. J'avoue, surtout pour un sport qui est très nouveau. Et c'est l'occasion pour moi de remercier un monsieur que vous connaissez, que le monde entier connaît. Il s'agit de monsieur Kerfala Kamara KPC. D'accord. Qui aujourd'hui, franchement, est un symbole pour ce pays, mais pour toute l'Afrique. Parce que j'avoue que ce monsieur-là, ce mécène-là, n'hésite pas une seconde à mettre sa main dans sa poche quand il voit un progrès, un projet de jeunesse, de femmes. En tout cas, un projet qui peut aboutir, qui peut innovant, qui peut donner beaucoup d'espoir à la jeunesse. Il n'a jamais hésité. Monsieur-là est le parrain de la Fédération guinéenne de MMA, qui, pour l'événement que nous devrions normalement organiser au mois d'avril, normalement qui est passé au mois de novembre, on devait organiser un grand événement en Guinée ici, qui n'a pas hésité vraiment de mettre les moyens matériels et même il était prêt à faire les moyens financiers à la disposition de la fédération pour pouvoir émerger, vendre mieux l'image de la Guinée dans un autre domaine qui était tout naissant, qui est le MMA. Donc j'avoue aussi que nous avons connu
d'autres personnes qui étaient prêtes aussi à nous accompagner, qui venaient. C'était pas facile, mais il fallait rencontrer les gens pour les expliquer, pour qu'ils comprennent. Voilà, la Sobragui aussi qui n'a pas hésité, qui a compris ce que c'était. Et ils se sont dit, ben, écoutez, nous sommes prêts à aller avec vous. Vous avez Indigo, vous avez EasyCom, vous avez beaucoup de structures qui ont compris l'image qu'on avait. Et vous avez Baïssa qui s'est dit, bon oui, ce sont mes frères, mais au-delà de ça, il dit qu'il était un fan du MMA. Et il dit qu'il était prêt aussi à être avec nous. Ils sont toujours là. Le restaurant Chéri, vous avez d'autres structures aussi qui étaient vraiment prêtes à nous accompagner. Et je pense que le secteur privé aujourd'hui, petit à petit, est en train de comprendre que les sports nouveaux, les disciplines nouvelles, en tout cas, vous le remarquez qu'il y a tout ce qui est innovant, qui est vraiment porteur d'image, qui peut avancer une population, une jeunesse. Et il y a certains qui s'ouvrent à nous. Et voilà, c'est difficile quand même. Et nous lançons un appel aux uns aux autres parce que, à vrai dire, le MMA, ça se pratique ailleurs sans la cage. Mais tout le monde se lance pour pouvoir avoir la cage. Vous pouvez faire un championnat national au bord mettre des tatamis, et mettre des... Mais la cage, c'est pour protéger aussi. Mais la cage, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'il faut pour, comment on appelle, pour un événement international. C'est comme si vous parlez, par exemple, des stades, pour que vous puissiez comprendre, pour que au moins le monde profane comprenne un peu. Nous avons le stade 28 septembre. Nous avons eu le stade, on a 2-3 stades ici. Nous avons le stade Petit Souris de M. KPC. On a le stade de Nongo. Le général Lansana Conté. Vous voyez, on peut faire nos championnats dessus. On est d'accord? Oui. Nos championnats se jouent sur plein de stades qui ne sont pas homologués. Oui, ok. Mais pour que ce soit international, homologué. Pour faire des matchs, comme des matchs internationaux, pour faire des matchs de l'équipe nationale, on dit qu'il faut faire des normes. Il faut des normes. Okay. Donc c'est comme si vous prenez le MMA, on peut aller sur le sable, faire le MMA, tant qu'il s'agit d'un truc national. D'accord. Mais pour faire un grand événement, qui soit un événement international, il faut une cage. Une cage aujourd'hui, on sait, c'est pas à la porte d'à côté. D'accord. C'est dans les... C'est plus de... c'est près de 200 millions de francs guinéens. Waouh. Rien qu'à l'achat, une cage internationale, une cage homologuée. Vous savez, rien qu'à l'achat, sans parler du transport pour être là. Et le montage. Le dédouanement, on peut parler un peu de l'État qui doit s'impliquer. L'exonération peut-être. Oui. Mais rien qu'à l'achat, c'est près de 200 millions de francs guinéens. Donc nous demandons quand même, la porte est grandement ouverte, tous qui peuvent nous accompagner. J'ai eu des discussions avec M. Camara, lui aussi, de Kamsa Petroleum, qui était prêt aussi à nous accompagner, à voir ce qu'il peut faire. Imaginez que la Guinée aujourd'hui, on a 5 cages au moins, c'est-à-dire chaque région naturelle plus Conakry, ça nous permet vraiment de propulser aujourd'hui ce sport. Le MMA à un niveau national et asseoir vraiment les bases. Monsieur le Président, alors si nous nous retrouvons ou nous nous revoyons dans 2 ans, quel est le but ultime que vous aimeriez avoir atteint pour la Fédération guinéenne de MMA? La grâce de Dieu et la croyance au sport que nous avons, et l'allure que nous avons pris aujourd'hui pour vraiment aller pas lentement, mais sûrement, et très visionnaire. Nous pensons que dans moins de 2 ans, nous aurons des champions à des catégories en Guinée ici. Ok. Sérieusement. Okay. D'accord. Ça, je ne vous mens pas. Ce n'est pas forcément même les binationaux que vous voyez, qui sont déjà champions, qui sont déjà connus. Mais la stratégie que nous mettons sur place avec ces binationaux eux-mêmes, avec M. Gallo de l'AFL, avec notre directeur technique qui est Hicham Messène ici, et l'appui des uns et des autres nous permettra, je le dis, d'avoir des champions
sérieusement, M. Camara, nous aurions des champions qui ont été formés en Guinée ici, qui ne sont pas forcément les binationaux et à des catégories données. Parce que laissez-moi vous dire que vous serez très émerveillés lors du championnat de voir le niveau et le talent qu'a nos athlètes nationaux qui ont été entraînés ici. Parce que j'avoue que ce sont des gens qui étaient déjà dans d'autres disciplines sportives. Ce qui les manquait, c'est ce que nous les donnons. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Ce qui les manque aujourd'hui, en termes d'MMA, c'est ce que nous les donnons. Et nous essayons de ce renforcement de capacité, l'encadrement, l'encadrement et tout ce qui s'en va. Okay. Dans 2 ans, nous aurions des champions. Dans 2 ans, Monsieur nous aurions le Président, organisé beaucoup de choses, beaucoup de trucs dans ce... Monsieur le Président, merci. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et merci du temps que vous avez pris à partager avec nous sur ce plateau, nous expliquer les tenants et les aboutissants du MMA. On se retrouve très prochainement. Déjà demain, nous serons, Inch'Allah, du côté de la plage Lobané pour voir cette formation. Et on se retrouve au mois d'avril pour ce championnat. Oui, au mois d'avril pour ce championnat et peut-être au mois de mai ou juin pour l'AFL. Travaillons à la beauté de l'humanité. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour et cœur, parce qu'on nous dit souvent que la vie n'a pas de brouillon. Si Dieu, l'architecte de l'univers, le veut bien, on se retrouvera le vendredi prochain pour parler d'un autre pan de notre vie nationale. Pendant ce temps, soyez heureux dans notre paradis.